coq chante, le jour paraît, tout s'élève dans le village. Ça vous dit quelque chose, ça? Ben oui. Ah oui, ça nous rappelle des chansons de l'enfance. Abidjan vous dit bonjour comme ça. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Rendez-vous numéro 4 de la semaine. Tout le monde ou presque est là. Régis Kofi, mais aussi et surtout ma très chère voisine. On a des petits surnoms comme ça qu'on se donne. Un jour, on vous dira tout. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bonjour à la maison, bienvenue à ce 4e numéro de cette 2e semaine du mois de décembre. Et nous sommes très heureux encore aujourd'hui de vous réveiller chez vous. On espère que le réveil se passe aussi en douceur car nous avons beaucoup, mais beaucoup de choses à partager avec vous. Notamment aujourd'hui, thématique santé, n'est-ce pas Marco? Absolument, ma très chère Alix, parce que tous les jeudis, c'est santé. Et puis la santé, aujourd'hui, va vraiment s'occuper des enfants, l'insuffisance rénale et les enfants. Il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent des affres de cette maladie très incommodante. C'est quoi leur actualité? Comment ils vivent? Comment les parents essaient de les aider? Comment le système sanitaire, le plateau technique médical de notre pays vient en aide à ces enfants qui souffrent donc des maladies rénales? Ce sera l'affaire du professeur Adonis Kofi Laurence, chef du service de pédiatrie au CHU de Yopougon, directrice par ailleurs de l'unité de néphrologie pédiatrique. Et aujourd'hui, au programme également entrepreneuriat, on parlera de décoration. Vous savez que c'est la période idoine pour orner la maison et voilà, la modeler à souhait pour qu'elle brille de mille feux. On parlera de décoration avec mademoiselle Valérie Niaba. Elle est décoratrice, elle nous donnera en tout cas quelques indications pour la décoration. Et puis comment elle est tombée dans cet univers de la décoration. Développement durable. Développement durable, ce sera avec Cédric Lombardo. On va vraiment aborder des thèmes qui font bouger la planète avec Cédric Lombardo qui sera avec nous. Et puis, n'oublions pas également, mesdames et messieurs, la NAGED, notre partenaire de tous les lundis. Et les jeudis. Voilà, qui viendra nous parler un peu de ce qui se passe concrètement à l'approche des fêtes de Noël par rapport à tout ce qui est fait pour qu'Abidjan soit de plus en plus propre. À toutes les communes de soit glamour, comme vous aimez le oui, dire. Le glamour ou rien. Mais avant, aujourd'hui, nous fêtons les Lucie. C'est la Sainte Lucie, donc tous ceux qui porteraient le prénom Lucie, voilà, belle fête à vous. Belle fête Lucie, Josia, Jost, Joquin, Jocelyne, Josia. Pourquoi vous riez? Oh, c'est vous qui souriez. Pourquoi vous ben, connaissez la Lucie? J'ai la banane tous les matins. Oui, j'en connais. Bon Et j'en ai entendu parler aussi de certains Lucie. Alors, Lucette, Lucia, Lucille, Lucinda. On va pas vous perdre, mais regarde. Lucinda, Lucienne, Luciole, Lucie, Luz et Lucie. Luciole. Voilà. Lucie. Oui. On salue toutes les Lucies du monde entier qui nous regardent, que vous soyez à Marcory ou que vous soyez donc dans le monde entier. On vous salue. Aux Émirats aussi. Aux Émirats aussi. En tout cas, on vous salue de tout cœur. Joyeux anniversaire donc à Gustave Eiffel. Ouais, s'il était toujours vivant, le grand bâtisseur de la fameuse tour aurait eu vraiment de quoi dire sur l'architecture moderne en ces temps-ci. 13 décembre 1832, Gustave Eiffel, ingénieur industriel français, est né né Boninghausen Eiffel, né à Dijon et mort le 27 décembre 1923 à Paris. Gustave Eiffel, vraiment, ça n'a pas été facile, hein, la construction de la tour. Oui, hein. Il a eu beaucoup de problèmes. Il a été controversé avant que ça ne soit validé, mais voilà, aujourd'hui. Il est dans la postérité. Ben oui. Comme quoi? C'est l'emblème de Paris. Voilà. Oui, la dame de fer. Oui, la ville de l'amour. Alors, citation du jour, elle est de Nelson Mandela, Madiba, Tata. On peut lui donner encore tous les superlatifs. Ça a été un grand homme de notre, on va dire, de notre humanité. Il restera toujours un grand homme. Eh oui. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualités à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Voilà. Et puis, souvenez, on va penser à un autre digne fils de Mama Africa. Le 13 décembre 1996, le Conseil de sécurité de l'ONU désigne le Ghanéen Kofi Annan au poste de secrétaire général de l'ONU. Il succédera le 1er janvier à l'Égyptien, un autre Africain digne également, Boutros Ghali. Kofi Annan, né le 8 avril 1938 au Ghana, ancienne Gold Coast, est mort le 18 août 2018 à Berne, on le rappelle, en Suisse. Toutes nos pensées convergent vers les familles de ces personnalités immenses, autant Mandela que Kofi
Anan. C'est l'heure maintenant du JT. Premier flash avec Monsieur Régis Kofi. C'est parti. Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel au Plateau. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la couverture maladie universelle et la restitution des biens ivoiriens à l'étranger. Jérôme Kofi Aboulin. Un bon point pour la Côte d'Ivoire, c'est à elle que revient l'honneur d'organiser le prochain congrès de l'UPU, Union postale universelle. Il s'agit du 27e congrès prévu pour se tenir sur le territoire ivoirien dans le mois d'août 2020. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel qui donne l'information. Notre pays a été élu lors du 26e congrès mondial de l'Union postale universelle tenu à Istanbul, en Turquie, en octobre 2016, pour abriter en 2020 le 27e congrès de la dite institution. Il s'agira, après le premier congrès tenu en Égypte en 1934, du second congrès de l'institution qui se tiendra sur le continent africain. Cet événement important et capital est prévu se dérouler sur une période de 21 jours à Abidjan, avec la participation d'environ 3000 personnes en provenance de 192 États membres de l'Union postale universelle, ainsi que de partenaires au développement. Conformément aux usages de l'Union, la Côte d'Ivoire assurera la présidence du conseil d'administration de l'organisation à l'issue du congrès durant 4 années. Une autre bonne nouvelle donnée par le conseil, elle concerne les patrimoines culturels ivoiriens à l'étranger. Selon le conseil, ces biens vont être restitués. À l'instar de nombreux pays africains spoliés de leurs biens culturels ancestraux, notre pays compte des milliers d'œuvres d'art irrégulièrement détenues à l'extérieur, notamment en Occident. Au moins 50 musées en Europe et en Amérique, en dehors des collections privées, détiennent dans leurs collections respectives environ 20 000 objets d'art d'origine ivoirienne estimé à 6 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels mis en place avec l'UNESCO et la branche africaine du Conseil international des musées, AFRICOM, la Côte d'Ivoire a désigné 2 médiateurs et conciliateurs auprès de ces organisations et une première liste de 148 objets d'art à restituer a été transmise. Le Conseil des ministres a aussi parlé de la couverture maladie universelle, CMU, en attendant sa mise en œuvre effective à compter de janvier 2019. D'importantes décisions sur la question ont été prises au cours de cette réunion. En application de la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014, instituant la couverture maladie universelle, sont créés 2 régimes. L'un contributif, dit régime général de base, l'autre non contributif, dit régime d'assistance médicale. Pour le compte des personnes économiquement faibles ou démunies ou vulnérables, ce décret fait le choix d'utiliser la méthode de l'affiliation, soit à la demande, soit par la recherche active, et en organise les modalités. À noter aussi la visite du président Paul Kagame en Côte d'Ivoire. Le président rwandais est attendu le 19 décembre pour une visite de 48 heures sur le sol ivoirien. Le Conseil des ministres, en son point de divers, en a parlé avant de prendre rendez-vous pour le 18 décembre 2018, cette fois dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a été reçu hier en audience par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les 2 personnalités ont évoqué la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Mahama Traoré. C'est une rencontre qui traduit la bonne santé des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Des relations établies depuis 1960 que les présidents Alassane Ouattara et Abdel Fattah al-Sisi ambitionnent de renforcer dans un avenir proche. C'est la demande du président Alassane Ouattara que nous avons fait cette visite. Nous avait donné donc une lettre
à remettre au président de la République, dans laquelle notamment il invitait le président de la République Al-Sisi à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire en 2019. Le président de la République égyptienne a bien voulu accepter le principe donc, de cette visite en 2019. Le chef de l'État égyptien et le vice-président Daniel Cablon-Necan ont aussi passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette coopération avance déjà de manière positive, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, puisque l'Égypte a bien voulu former quelques-uns de nos policiers et des gens de la défense ici. Il a été convenu aussi que la commission mixte entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, dont la dernière réunion date de 1998, le président de la République a indiqué que ça fait trop longtemps, il faut que ça se réunisse le plus rapidement possible. Et nous pensons que cette rencontre doit permettre donc de finaliser un certain nombre d'accords qui sont déjà sur le chantier. Il y a à peu près 16 accords qui sont en cours de travail, qui pourraient donc être finalisés probablement avant la visite du président Al-Sisi. Nous gardons l'espoir d'avoir le président Al-Sisi en Côte d'Ivoire et un renforcement très important de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. En 2017, la valeur des échanges de biens et de services entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte était de 35 milliards de francs CFA. Le projet de loi pour l'année 2017 de règlement a été adopté hier à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, malgré une croissance de 7,7 portée essentiellement par les secteurs tertiaires et secondaires. Les résultats d'exécution de la loi de finances ont enregistré un solde déficitaire de plus de 168 milliards de francs CFA. Lansini Bakayoko. Pour cet exercice de reddition des comptes pour la gestion 2017, le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État s'est entouré de l'ensemble des régies financières. Première observation, le gouvernement a dû faire face à un certain nombre de chocs. La nécessité de prendre en compte les effets financiers des mesures prises par le gouvernement en réponse aux revendications intervenues en début d'année, ainsi que l'impact de l'évolution des coûts internationaux du cacao et du pétrole brut sur les projections de recettes fiscales, ont conduit à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi des finances rectificative numéro 2017-807 du 7 décembre 2017, portant budget de l'État pour la gestion 2017. Les ajustements opérés à travers ce collectif budgétaire ont donc ramené le niveau du budget de 6 501 à 6 447 milliards de francs CFA. Deuxième observation, les prévisions de recettes non fiscales ont été revues à la hausse en rapport avec la révision du niveau de paiement attendu des dividendes Petroci, des privatisations et ventes d'actifs. À cela s'ajoutent les appuis additionnels obtenus auprès des partenaires financiers. Du côté des dépenses, le niveau du service de la dette publique a été revu à la hausse, en liaison avec notamment l'appréciation du dollar et la programmation d'un emprunt obligataire sur le marché international non initialement prévu. Au total, pour la gestion 2017, les recettes de l'État se sont élevées à 6 537 milliards contre des dépenses d'un peu plus de 6 706 milliards de francs CFA, soit un solde déficitaire d'environ 168 milliards. Mais après le vote en plénière, ce déficit sera transporté au compte numéro 2, c'est-à-dire sur les découverts et réserves du Trésor. On reste à l'hémicycle. La Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement a ratifié l'ordonnance portant amnistie du 6 août dernier. On se rappelle, cette décision du président de la République a permis de libérer plus de 800 personnes poursuivies ou condamnées dans des faits en lien avec la crise post-électorale. Un autre projet de loi adopté en commission bientôt. Les métiers d'huissier et commissaire-priseur vont fusionner pour donner une seule profession, celle de commissaire de justice. Le point de Kolo Koulibaly. Devant les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles, le ministre de la Justice a expliqué que la mesure d'amnistie est prévue par les articles 101 de la Constitution, 108 du Code pénal et l'article 12 de la loi du 27 décembre 2017 portant budget de l'État. Selon Samson Kambilé, cette décision rassure le secteur privé par un environnement sociopolitique apaisé. La mesure d'amnistie concerne les personnes poursuivies ou condamnées pour les infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que 2 militaires et 2 membres de groupes armés. La liste des militaires
et membres de groupes armés exclus du bénéfice de cette amnistie sera arrêté conjointement par le ministre de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité. Lors du vote en commission, les députés du groupe parlementaire PDCI se sont abstenus. Nous souhaitons qu'en lieu et place des noms qu'on a alignés, qu'on amnistie plutôt les faits et l'ensemble des individus civils comme militaires incriminés recouvreraient la liberté. L'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Si le président de la République a vu la nécessité d'encourager à la réconciliation nationale à travers des actes aussi forts, il appartiendrait pourquoi pas aux députés dans sa même logique à travers des propositions de loi. Il n'y a pas de raison que nous puissions demander tout au président de la République. Bien au contraire, nous devons l'encourager. Si les députés ne bougent pas, pourquoi pas le président de la République pourrait être amené à prendre d'autres mesures visant effectivement à amnistier davantage de personnes. Les métiers d'huissier de justice et commissaire-priseur vont disparaître en remplacement de celui de commissaire de justice. C'est le deuxième projet de loi défendu par le ministre Samson Kambilé. Ce projet de loi et celui portant amnistie passeront en plénière. C'est la fin de ce point de l'actualité. Prochain rendez-vous, 6h30. Et nos prochaine direction, c'est coach Karl Kadi. Aujourd'hui, on va nous parler de quoi? Mais coach Karl Kadi, aujourd'hui, elle nous fait travailler le haut du corps, c'est-à-dire tout ce qui est membre supérieur, les bras pour se muscler, avoir des plaquettes les de chocolat comme moi. Voilà, justement. Merci beaucoup. Oui, et allez, puis les plaquettes. Les plaquettes, on y va, coach Kadi. Bonjour Marco, bonjour Alix. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Coach Kadi pour vous servir. Aujourd'hui, on va faire des exercices qui vont travailler principalement le haut du corps. Donc, on va travailler un tout petit peu les biceps, un tout petit peu les épaules, la poitrine et bien sûr le petit arrière de bras qui dérange tout le temps, donc le petit gras de ma tante. Donc, on va commencer tout doucement en faisant des petits réchauffements au niveau de notre épaule. On va faire des rotations vers l'avant. On part pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de sens, on va vers l'arrière et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On va faire des grands cercles au niveau des bras. On part pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vers l'avant, les deux bras ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Alors, on va travailler avec un poids. Donc, moi, j'ai un poids de 2,5 kg. Chez vous, si vous n'avez pas d'haltère, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose qui a quand même une certaine, qui pèse quand même quelque chose. Donc, juste pour vous aider à travailler un tout petit peu mieux. Donc, premier exercice, biceps et épaules. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches ou un peu plus, comme vous vous sentez confortable. On va monter le poids à la poitrine et on va le pousser au-dessus de la tête. On va revenir et on va faire ça pour 12 répétitions. 2. On pense à expirer en poussant. 3. Et on revient. Encore, on y va pour 4. Et on ramène. Encore. On y va pour 5. On part pour 6. Donc, premier mouvement, travaille le biceps. Deuxième, les épaules. Et on ramène. On pense à garder toujours les abdos bien contractés dans le milieu. Vous ne voulez pas vous retrouver en train de bouger le haut du corps pour monter votre poids. Et on y va pour 9. Encore, on continue 10. On part pour 11. Et une dernière, on part pour 12. Parfait. On va garder notre poids au-dessus de la tête. Je me mets de profil. Deuxième exercice, l'arrière du bras. On garde les genoux fléchis. On pense à rentrer le ventre et à contracter les abdos. On emmène le poids en arrière en gardant les coudes proches de la tête. Et on pousse. Hop, on en fait 12. 2. 3. Ici, vous devez bien faire attention de ne pas avoir les coudes qui vont sur les côtés. Sinon, vous allez avoir mal au cou. On veut penser à garder les coudes bien à l'intérieur. Encore, on y va pour 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Alors, prochain exercice, on va aller au sol. On va faire 2 exercices au sol. Premier exercice pour la poitrine, donc on va garder les bras un peu plus larges que les épaules, les genoux au sol, le bassin légèrement vers l'avant. On va descendre, on va emmener la poitrine au sol et on pousse pour remonter. Hop, encore. On part pour 2, encore. On part pour 3, encore. On y va pour 4. Si vous n'arrivez pas à descendre, pas de problème. Vous pouvez rester ici et pousser. Ça travaille aussi. Au fur et à mesure, vous allez être capable de descendre un peu plus bas. Allez, on y va. On en fait 3 dernières. 1, 2 et 3. Parfait. On respire. Prochain exercice. Arrière du bras. Les bras proches de vous. On va descendre en gardant les coudes à l'intérieur. Et on pousse pour remonter. 1. On pousse. 2. Même chose. Si on doit s'arrêter ici, on reste là. 3. Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au sol. 4. 5. Respectez votre amplitude de mouvement. 6. 7. Et une dernière. On part pour 8. Excellent, on relâche. Alors, 4 petits exercices pour travailler le haut du corps, biceps, épaules, arrière du bras et la poitrine. Un tout petit peu les abdos en maintenant votre position. Donc, toujours pensez à garder les abdos contractés. J'espère que vous allez réussir à les faire. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à descendre vraiment bas, ce n'est pas grave. La force, elle va se développer à force de pratiquer votre exercice. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, coach Karl Kadi. Nous sommes déjà en direct avec notre fée clochette du jour. On va parler de décoration avec Madame Niaba dans quelques instants seulement dans Matin Bonheur. Elle va nous parler de sa passion. Une dame qui est vraiment passionnée de décoration. Et puis c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Elle n'a pas fait d'école, mais elle est passionnée et elle fait bien. C'est d'ailleurs elle qui nous permet donc d'avoir ce beau visage. Je parle du décor, hein, le visage du décor. Ce sera tout à l'heure avec elle. Mais avant, mesdames et messieurs, et si on allait faire un tour sur la route? Premier virage de ce point route, on ira sûrement au Lagunaire, le boulevard Lagunaire, le matin est nourrisson. Les véhicules sont, on va dire, tout doucement ils arrivent, affluence modérée et circulation très fluide. Accélération sur le Latry, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant du côté de Cocody, en allant vers les deux plateaux ou en revenant vers, en passant vers Angré, la Djibi, tout ça. En tout cas, de là, on peut aller partout dans Cocody. La circulation est assez moyenne, c'est moyen ce matin. Armatan, soit dit en passant. On repartira, du moins pour la commune du Plateau, avec le pont de Gaulle. Même tableau, même schéma que le boulevard Lagunaire. Voilà. Et puis si on terminait avec notre échange quotidien, l'échangeur bien sûr de Marc-Henri, du HKB avec bien sûr cette coup, on salue, hein. On va vous envoyer votre sapin et puis on va dire à notre décoratrice de faire un tour là-bas aussi pour donner, égayer un peu les gens. D'accord? Ah oui, la transition est toute trouvée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Madame Niaba? Très bien, monsieur. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Bienvenue. Alex et le moi, réveil, il n'a pas été trop difficile? Ah non, pas du tout. Ah super, vous êtes du matin comme nous. Alex et moi, nous sommes passionnés de décoration. Donc vraiment, quand on nous a vus sur le conducteur, on dit ah là là, on va saluer. On va nager dans cet univers. Alors dites-nous on adore. tout. La décoration et vous, quelle histoire? Oh là, c'est une longue histoire. Hein. Ça a commencé depuis mon plus bel jeune âge. J'ai toujours voulu, par le biais de ma sœur défunte, Cécile Niaba, mettre chaque chose à sa place. Vous êtes très méticuleuse. Je l'ai été par son biais, parce qu'auparavant, je faisais tout comme je voulais, comme ça. À chaque fois, on m'a dit non, tu le mets là, tu fais ci, tu fais ça et tout ça. Et puis, la vie nous a conduit à autre chose. Nous avons travaillé, nous avons fait des trucs. Je suis assistante de direction à la base. Et à un moment donné, le fait que je veuille avoir chaque chose à sa place et que je rapporte toujours des petits objets assez spéciaux, les gens se disaient,
ben, cette dame-là, ben, elle est à part hein, et tout ça. Et donc, par la force des choses, un jour, j'ai publié sur nos réseaux sociaux des trucs et tout ça. Et on m'a demandé, mais pourquoi tu ne ferais pas ça et tout ça? Je ne me voyais pas dedans, vu que j'étais assistante de direction en train de diriger les choses. Et j'ai commencé quand même à publier des objets, des trucs et tout ça. On m'a dit, waouh, vous êtes spécial, hein, vous. Alors, je rappelle qu'on a des images en illustration et puis aussi, c'est vous qui avez fait le décor sur ce plateau. Nous, on a trouvé ça bien, hein, on se permet de donner notre avis parce que c'est simple, c'est glamour et vous avez une écriture particulière, vous avez un style. Vous aimez reprendre ce qui est peut-être banalisé pour en faire un élément de décor. Tout à fait. Je suis un peu dans le recyclage. Je vois des choses qui ne sont pas récupérables ou je ne sais pas. Ce qu'on ne voit pas, j'ai un petit Vous leur donnez une autre vie. Voilà, exactement. En tout cas, c'est le bon jour indiqué pour en parler. Alors, les premiers marchés, comment ça s'est passé avec vos différents clients sur le terrain? Ben, en étant toujours dans mon corps et dans ma peau d'assistante et tout ça, vu que je faisais souvent des décorations de part et d'autre, j'ai une petite sœur, une amie fidèle qui s'appelle Christelle Mpiquet, qui a le doigté aussi, qui m'a demandé de l'aider sur un petit truc de déco qu'elle avait. Je suis venue, j'ai fait et tout ça. Elle me dit, mais Valérie, tu es très organisée et tout ça, mais pourquoi tu ne viendrais pas m'aider? Pourquoi tu ne viendrais pas faire... te mettre voilà, dans la décoration et tout ça. Et c'est parti de là. Après, on a eu des mariages, on a eu des trucs à faire et tout ça. Et... Parlez-nous du premier marché. Le premier, comme on dit communément chez nous en Côte d'Ivoire, le premier gombo que vous avez eu. Comment vous vous sentiez? C'était comment? Vous aviez des appréhensions, tout ça? On avait de grands yeux, on se disait, oh là là, c'est la chance qu'on a de pouvoir se faire connaître et tout ça. Malheureusement, il y a du beau, il y a du moins beau et tout ça. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'on n'a pas voulu faire du déjà vu. On a fait des choses particulières. On a travaillé, on a fait des choses qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Tout le monde a apprécié, pas tout le monde, parce que dans tous les cas, il y a toujours des personnes réticentes. Hein, bien sûr. Mais les gens ont apprécié. Et à partir de là, je me suis lancée dans la décoration. Donc, généralement, quels sont les matériaux que vous utilisez dans le recyclage? Là, on a un joli bonhomme de neige, là. Voilà. Donc, je ne vous dirai pas quels sont les matériaux, parce que je travaille avec tout. Secret de fabrication. Voilà. Je travaille avec tout. Je ne pourrais pas vous expliquer. Voilà, je ne pourrais pas vous dire tout. Je ne pourrais pas vous donner les détails. Quand on y regarde de près, c'est des verres. C'est des gobelets? Oui, oui, pour les enfants, pour les anniversaires. Voilà, qu'on a essayé de regrouper, qu'on a mis de lumière et tout ça. Mais bon, c'est ça notre particularité. Hein. C'est-à-dire, au fait, je vois un peu votre univers. Vous arrivez, vous faites avec ce que vous avez, mais de façon cool, quoi. Exactement, monsieur. Vous dites bien. C'est ça. Donc, vraiment, vous êtes la personne idoine pour décorer vraiment des maisons de certains agents ici. Bien, Tiama, ne tombez pas, non, il n'y a pas de souci, ne tombez pas, ça va aller. Ça va aller. Alors, pour la Noël... Pendant que vous parlez avec Alix, moi, je vais vous ramener quelque chose qui m'a bluffé dans votre déco. Hein. Ah oui, vous allez nous expliquer. D'accord. Pour la Noël, comme ça a été le cas avec notre magnifique plateau que vous avez bien habillé, comment ça se passe généralement? Vous faites dans quel endroit, dans quel autre endroit dont vous travaillez? Je ne saurais vous le dire. Hein. Vu que je vous ai expliqué, à la base, je ne suis pas décoratrice de formation. Ce que vous faites est déjà très magnifique. Donc, comment ça se passe? Des grands espaces, des petits espaces? Regardez, Alix. Oui, là, par exemple. Un cas pratique. Ça, c'est un cas pratique. Voilà, merci beaucoup, Soro, félicité. On a les bouteilles. Ça, c'est un cas pratique. Hein. D'accord. Commentez-nous ça. Voilà. Ça, c'est des bouteilles. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour avoir ce magnifique... Ce sont des bouteilles qui ont été utilisées, qui ont été, si vous voulez, jetées, que nous avons récupérées. Des bouteilles de vin, hein? Bon. Vous êtes apparemment un connaisseur, mais ce sont des bouteilles, hein, voilà, qu'on a récupérées. D'accord. Qu'on a récupérées et qu'on a recyclé. Wow. On a mis un peu de colle, on a mis un peu de brillant, on a récupéré dans le commerce ces petites fleurs, là-haut, là. Ah, d'accord. Voilà. Et tous les accessoires à côté, il y en a qui ont été faits main. Voilà, comme les petits paquets
Et il y a les anciennes boules, si vous voulez, de Noël passées, que nous avons mis. Et c'est moins cher. Oui. 3 bouteilles qu'on n'a pas payées, exactement, qu'on a ramassées. On a les petites boules de l'année d'avant, c'est déjà amorti. Et puis on a 2-3 trucs, 2-3 bricoles. Pour vous dire que Noël, c'est pour tout le monde. Noël, c'est pas pour une classe spéciale. Noël, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut avoir son petit bonheur dans Noël. Tout le monde a le droit de rêver. De rêver, ben oui. Avec eux, on fait beaucoup. Oui. Et puis, il faut être... Au fait, ce que je retiens aussi, Alix, c'est qu'il faut faire attention à son environnement. Il y a toujours ce qu'on néglige. Qui peut nous servir. Et oui, la beauté naît toujours parfois de ce qu'on néglige, de ce qui est là, ce qui traîne. C'est ça qui fait le... Donc, il ne faut jamais négliger tout ce qui nous entoure. Ah non, on peut leur donner une nouvelle vie. Et puis, moi, je dirais, une bouteille comme ça, je suis prête à boire ce qu'il y a à l'intérieur que quand c'était avant. Voilà. Ah bon? Oui. Elle est plus belle, elle m'attire. Absolument. C'est strass, c'est paillettes. Vous êtes venu avec un verre, vous aimez décidément le vin. On a des bouteilles de vin ici, vous avez... Vous voulez nous démontrer, faire une démonstration D'accord. En fait, pour montrer à tous nos téléspectateurs que en matière de déco, on n'a pas besoin de grandes choses. Parce que, par exemple, pour la Noël, ce que j'ai ramené, c'est vrai, il y a un ballon, comme monsieur le disait tout à l'heure, je suis très... mais c'est demi aussi pour la fête, mais avec modération, mais voilà, c'est la fête. Alors, il reste 30 secondes. Et donc, voilà, vous avez une ancienne guirlande l'année passée. Vous avez des fleurs séchées chez vous à la maison, une petite bougie au passage qui ne manque pas dans une maison. Donc, vous n'avez pas eu le temps de vous prendre un sapin parce que peut-être la fête doit se faire en famille, chez des parents et tout ça. Mais à la dernière minute, on vous demande de recevoir des gens et tout ça chez vous. Vous pouvez créer rapidement un joli centre de table. Et donc, vous mettez votre guirlande, vous rajoutez... Ben oui, qu'on va récupérer. On va récupérer. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. On va récupérer un peu plus tard. Voilà. Absolument. Et donc, vous remettez tout ça à l'intérieur avec votre petite guirlande. Et ensuite... ça prend forme déjà. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, vous le retourner comme ça. Vous rajoutez cette petite bougie-là que vous aviez qui traîne à la maison. Et voilà. Vous avez votre centre de table. Et voilà. Et nous, on garde ça pour notre décor. Merci, madame. Oui, il restera au centre de notre table. Voilà, notre dîner, enfin notre petit déjeuner aux chandelles, Alix et nous, pendant que nous lançons maintenant le journal. Et avec la météo, la pub. Merci. Merci à vous, beaucoup, madame. Madame Yaba. J'ai été ravie. En tout cas, plein succès dans vos entreprises. Merci. Et vive la déco. Vive la déco. Allez, à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée frais, humide et brumeux dans la bande centrale qui se réchauffera et s'asséchera progressivement en cours de matinée. Dans le nord, on aura toujours des vents secs et chargés de poussière. Le sud forestier et le littoral seront sous l'influence de vents humides qui favoriseront par moments des faibles pluies localisées. Pour les températures de la matinée, 26 degrés à Abidjan, ce sera la maximale, 25 degrés à Diaké, 24 à Bandoukou, 23 à Boaké, 24 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 22 à Korogo, 22 à Mont, 21 à Odiéné, la minimale, 25 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 24 à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays. Le voile laiteux et poussiéreux surplombera le pays depuis le nord et atteindra le sud forestier, tout en se faisant accompagner par des vents secs et chauds en surface. Sur le littoral, l'on aura un temps chaud humide, mais avec des possibilités de pluie faibles en milieu ou en fin de période sur le littoral ouest. 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 34 à Boaké, 33 à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Mont, 34 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.
bienvenue dans ce point d'information consacré à l'Afrique. Le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre à la disposition du Burkina Faso les documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara en 1987. Eh bien, ces choses faites, nous apprend Abdoulaye Koné. Le président français Emmanuel Macron met à la disposition du Burkina Faso les documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara en 1987. Il s'agit de documents déclassifiés, des pièces et des auditions de personnes dans le cadre de la Commission rogatoire internationale. Un deuxième lot de documents devrait suivre dans les semaines à venir. Selon l'un des avocats familiales, c'est une avancée significative dans la quête de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien chef rebelle centrafricain Patrice-Edouard Ngaïssona a été arrêté hier par les autorités françaises. Ancien leader du groupe armé anti-Balaka, il a été arrêté en France conformément à un mandat d'arrêt délivré par la CPI. L'ancien chef rebelle centrafricain Patrice-Edouard Ngaïssona a été arrêté par les autorités françaises. Conformément à un mandat d'arrêt délivré par la CPI à La Haye, l'ancien leader du groupe armé anti-Balaka est arrêté pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans l'ouest de la République de Centrafrique. Les faits datent de septembre 2013 à décembre 2014. Son arrestation intervient peu de temps après celle d'Alfred Yekatom Rombo, lui aussi un chef anti-Balaka. Un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akmi Abdel Malek Droukdel, a démenti mardi la mort du chef djihadiste malien Amadou Koufa lors d'une opération le 23 novembre de la force française Barkhane. Pour appuyer les pays francophones dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, l'Organisation internationale de la francophonie initie des actions de renforcement des capacités des parties prenantes, l'adoption de lignes directrices et l'élaboration des textes pour favoriser l'engagement des pays liés à cet accord universel. Grace Kando. Francophonie veut contribuer à l'adoption des règles et procédures d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat au niveau des États membres de l'organisation. Nous leur fournissons une série d'outils qui leur permettent de faciliter la prise en compte et puis l'appropriation des thématiques qui sont discutées. Des outils comme le guide des négociateurs, comme le résumé pour les décideurs, les notes de décryptage et un certain nombre de fiches techniques. Au cours d'une rencontre qui a réuni ministres, chefs de délégation, sociétés civiles et secteurs privés des pays membres de la francophonie, chaque participant s'est attelé à faire entendre la position de son pays sur le sujet. Les pays développés devraient donc renforcer leur soutien aux actions de renforcement des capacités dans les pays en développement. Au titre de la finance climatique, la Côte d'Ivoire demande que soient définies les modalités, procédures et méthodologies du manuel des règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur les questions financières de façon à ce qu'elles soient équilibrées et plus complètes que possible. Que soit facilité et augmenté l'accès aux ressources de la finance climatique, notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds pour l'adaptation. Lors du dernier sommet de la francophonie tenu en octobre dernier à Erevan en Arménie, les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie ont réaffirmé leur détermination à mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Retour de l'information à 7h. Restons encore dans l'univers du beau, du propre, avec bien sûr nos partenaires, nos sponsors, Anaged, avec Monsieur Akishi Roger. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour, vous êtes directeur de la communication et des affaires extérieures de l'Anaged. Bienvenue. Merci. Alors, Monsieur le directeur, nous sommes à 2 jours de la couverture totale des nouveaux opérateurs de collecte d'ordures du district d'Abidjan. Pouvez-vous nous en faire un petit point? Merci. Effectivement, nous avons assisté à un démarrage progressif de nos nouveaux opérateurs en ce qui concerne la couverture totale du district autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, je pense que c'est chose faite. À 2 jours du 15 décembre, toutes les communes
du district autonome d'Abidjan sont déjà couverts par nos nouveaux opérateurs de collecte des ordures. Donc, avant même le 15, les habitants de Songon, les habitants de Yopougon, d'Atekoubé et d'Adjamé constatent avec nous que les nouveaux opérateurs sont déjà présents dans les différentes communes. D'accord. Alors, on parle de plus en plus, monsieur le directeur, de gratuité. Les Ivoiriens s'interrogent, certains s'interrogent sur l'effectivité de cette mesure. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Parce que certaines informations nous reviennent que, bon, il y a les charretiers qui font toujours la loi à des endroits. De quoi s'agit-il exactement? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Je crois que c'est le lieu de rappeler à tous les Abidjanais, dans l'ensemble, pour dire que les prestations menées par les nouveaux opérateurs, à savoir la pose des bacs, à savoir la pose des poubelles, l'enlèvement des ordures, toutes ces prestations sont entièrement gratuites. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, à travers l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, qui est l'autorité supérieure de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire, informe et rappelle à la population qu'elle n'a pas à payer le moindre centime pour toutes les prestations menées par les nouveaux opérateurs. Donc dorénavant, vous n'avez rien à payer pour l'enlèvement des ordures. Mais les charretiers font souvent la loi. Il faut signaler, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le recours pour les Effectivement, nous avons des numéros du centre d'appel que nous avons laissés, que nous lançons chaque fois, pour dire qu'il n'est plus question de payer des précollecteurs dans les quartiers. Il y a une nouvelle dynamique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire et donc la population ivoirienne doit abandonner le double paiement. Voilà, le double paiement. Aujourd'hui, tout est gratuit, ce sont des biens et des services publics, donc il n'y a rien à payer. Voilà. D'accord. Pouvez-vous nous parler aussi des bacs qui ont été posés ça et là? Cela répond à quel objectif? Le bac à ordures. Les bacs à ordures posés aux endroits bien précis. Stratégiques. Voilà, surtout stratégique. Nous demandons à la population de ne pas déplacer ces bacs. Ne pas déplacer parce que nous respectons une cartographie. Il y a un itinéraire qui est bien dressé et donc par GPS. Nous allons forcément retrouver ces bacs. En partant, voilà. tout ça, et là, je voulais rappeler que nous avons assisté à un fait qui est malheureux. Voilà, un voyageur qui partait à l'intérieur du pays avec un bac à la gare d'Adjamé. Mais nous voulons rappeler que ces genres d'actes sont vraiment à prohiber. Et nous rappelons et nous disons merci à la population qui a réagi vigoureusement sur les réseaux sociaux pour dire que, messieurs de l'ANAGED, nous retrouvons votre bac de cocody à Djamé qui part à l'intérieur du pays. Et rapidement, nous avons mis la main sur ce bac à ordures. Bon, l'individu, comme vous savez d'habitude, a pu prendre la fuite. Il a pris la peau d'escampette. Et c'est le lieu de rappeler vraiment, nous demandons beaucoup de civisme à la population ivoirienne. Justement, il y a du civisme parce que déjà ça a été dénoncé. Oui, c'était bien parce que depuis longtemps, les gens se sont plaints qu'il n'y avait pas de bac à ordures à Abidjan. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous devons accompagner cette nouvelle dynamique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et pour terminer, le message aux populations, les heures de sortie, la gestion des... Alors, il y a toujours les bons gestes que nous rappelons ici. Les 4 bons gestes, c'est d'abord de bien emballer les ordures, de les sortir entre 17h et 21h et entre 5h et 6h, de faire entrer les poubelles, de les fermer, de les laver surtout et d'éviter surtout de sortir les ordures après le passage des camions de collecte. Voilà. Merci beaucoup à vous et pour vous accompagner, donc ces numéros, le centre d'appel qui est toujours ouvert pour des questions, des suggestions et des réactions, mesdames et messieurs, 47 14 2 x 0. 47 14 0000 01 20 0000 et le 56 50 0000. Merci beaucoup. Merci. On parle des déchets, de gestion des déchets. Bon, j'espère que vous avez l'appétit. Surtout après ce qui vient. Alix, alors, verre, grillon, cafard, ça se déguste du côté de Helsinki. Ouh là là. Enfin, on va voir. No comment.
durable. Alors, elle n'a plus l'appétit. Elle n'a plus l'appétit. Non, moi ça va. Mais moi, Cédric Lombardo, il est tellement passionné du développement durable. Moi, Alix et moi, on a commandé un plat pour lui. Cédric va nous montrer que vraiment, il fait vraiment il fait corps avec la nature. Avec l'environnement, la nature, tout ça. Jingle. D'accord. Il est là avec nous. On va lui poser la question. Vous avez pu voir l'élément tout à l'heure. Mais ce ne sont que des protéines. Mais oui, donc vous serez friand de ces repas-là. Si nous avons des sols en bon état, à ce moment-là, le jour où il n'y aura plus rien à la surface, deux plats on pourra encore manger ça. Deux plats pour Cédric. Un plat de grillon et un autre de cafard. Et puis de cafard caramélisé. Caramélisé. de cafard et puis voilà, Cédric. Alors, comment ça va, Cédric? Pour s'installer. Ça va bien, mais avec escargot sauté aussi. Ah, d'accord. La semaine dernière, nous avons célébré, mesdames et messieurs, la journée mondiale des sols, avec un thème assez évocateur, la pollution des sols, soyez la solution. Les sols, c'est tout simplement la terre sur laquelle nous marchons. Alors, si la terre sur laquelle nous marchons, mesdames et messieurs, tombe en panne, c'est que nous aussi, nous sommes en panne quelque part, n'est-ce pas, Alix? Qu'est-ce qu'on fait alors à Matin Bonheur? Alors, ce matin, nous avons tenu à nous associer à cet événement. Le thème de notre chronique développement durable aujourd'hui sera consacré à la pollution des sols et les solutions que l'on pourra trouver. Donc, avec vous, on va y aller. Hein. Quels sont les objectifs du développement durable concernant notre terme d'aujourd'hui? Alors absolument, parce qu'on a 17 objectifs de développement durable et il n'y en a pas un qui vise spécifiquement les sols, mais quand on regarde nos ODD, les objectifs de développement durable, on va se rendre compte qu'il y en a quand même 3 qui nous intéressent particulièrement. C'est le premier élément qui sera lancé par notre réalisatrice Félicité et qui va nous permettre de nous rendre compte que sur les 3 éléments, le premier c'est naturellement la vie terrestre. S'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de vie terrestre. Si, comme l'a dit Marcelin, la Terre est en panne, nous aussi on est en panne, la bonne santé, le bien-être humain va commencer à disparaître. Et donc à tout mal, il y a toujours une solution et cette solution c'est la consommation et la production responsable. Donc ceux qui veulent s'engager pourront travailler sur ces 3 ODD pour nous apporter des solutions. Alors Cédric, à quoi sert un sol au fait? À quoi sert le sol au fait? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est une question de profane, hein. Moi je suis un profane. Dans les livres sacrés, il est écrit et Dieu créa la terre. Parce que s'il n'y avait pas de sol, on ne serait même pas ici en ce moment ensemble. Mais le sol n'est pas simplement cette magnifique planète dans laquelle nous vivons. Il y a aussi de très nombreuses fonctions et on a préparé une petite animation pour vous montrer quelles sont les fonctions justement que le sol nous offre, ce qui sera notre élément suivant. Voilà. La première chose, c'est que le sol, c'est de l'habitat de la vie organique. C'est une vidéo, les vers de terre, les termites qui sont nécessaires naturellement à l'agriculture. Pas de sol, pas d'agriculture de bonne qualité, pas d'agriculture saine sur notre planète. Et la vidéo va se poursuivre avec le reste des animations, puisque après le sol, vous avez naturellement une fonction qui est celle de la purification de l'eau. L'eau va être filtrée par les sols pour rentrer dans la nappe phréatique. La fonction suivante, ça sera naturellement la régulation du climat. Vous voyez que si on n'a pas de végétation, si on a un sol de mauvaise qualité, eh bien le climat va s'assécher, d'où le fameux changement climatique avec la déforestation dont nous avons beaucoup parlé. On sait aussi que les sols ont une fonction de régulation des crues, et ça malheureusement aux grandes saisons des pluies on se rend compte, quand tout est bétonné, l'eau ne peut pas s'infiltrer tranquillement dans les sols. Et dernière, encore une fonction importante pour nous, c'est nous fournir des matériaux de construction. Il n'y a pas que du ciment, il y a des pierres, des roches, de la terre, etc. etc. Et naturellement, grâce à toutes ces fonctions le sol, maintenant il est possible pour l'homme d'avoir un habitat, d'avoir des infrastructures et d'avoir des industries. Donc c'est à cela que nous servent justement toutes les fonctions du sol, et si jamais on n'en a pas, du coup on se rend compte que nous ne sommes pas capables de vivre sur Terre. Oui. Et quant à nos petits mets que nous avions en introduction, ils vivent dans le sol, donc les protéines du futur seront peut-être là-bas. Pas du futur, vos plats sont déjà commandés. On dit que les sols africains sont parmi les plus fragiles du monde. Pourquoi? Absolument, parce que le continent africain c'est entre guillemets le plus vieux continent du monde, et donc ce sont les terres les plus vieilles, et une des difficultés qu'on a, c'est qu'on se rend compte qu'on a une couche de sol fertile, sol arable, qui n'est pas très importante en termes d'épaisseur. Et une fois que le soleil commence à frapper dessus, c'est l'exemple du désert par exemple, eh bien ces sols commencent à mourir et il n'y a plus de vie sur Terre. Donc nous avons un continent qui est le plus vieux du monde, nous avons les sols qui sont les plus vieux du monde, et c'est pour ça qu'il faut encore plus y faire attention si on veut bénéficier de toutes ces fonctions qui nous sont offertes par le sol. Alors justement, quelles sont les principales causes de pollution de nos sols? Alors, les principales causes de pollution des sols, vous savez bien que ce n'est pas la nature qui fait ce genre de choses, c'est forcément lié aux activités humaines. Et donc là, justement, nous avons essayé de préparer aussi une petite animation pour vous présenter quelles étaient les principales causes de pollution des sols que nous avons là maintenant qui va être lancée. Donc, alors, il y a l'activité de transport. Le transport, vous savez, c'est une pollution aérienne, mais vous voyez bien que quand on a un véhicule en panne ou qu'on a des garages
qui se trouvent sous le manguier, toutes les fuites d'huile vont se retrouver dans les sols. De la même manière, quand vous avez une agriculture qui fonctionne avec des pesticides, les pesticides ils vont tuer la vie des sols, sans compter tous les autres aspects que vous avez liés à cette agriculture mécanique. On a des activités minières. Vous savez que l'orpaillage en Côte d'Ivoire, on retrouve du cyanure, on retrouve du mercure. Alors naturellement, après, encore toutes les pollutions associées aux véhicules, à l'industrie. Et donc forcément, on a des activités industrielles qui, si elles ne sont pas bien organisées, vont se traduire avec des infiltrations de matériaux polluants dans les sols. Et donc finalement, quand on regarde bien, il y a encore un dernier facteur, c'est la gestion de nos déchets. On a déjà parlé de ça sur ce plateau. Lorsque les déchets pourrissent, il y a un liquide qui commence à partir, qu'on appelle le lixivia. Et ce lixivia, s'il commence à rentrer, comme tout le reste, dans les sols, il va rentrer après dans les nappes phréatiques, malheureusement, et après ça rentre dans l'alimentation et la vie humaine. Donc ce sont nos activités humaines qui sont les principales causes de pollution. Alors, le sol est-il une ressource renouvelable? C'est une question piège aujourd'hui. Le sol, on voit bien qu'un désert, par exemple, dès qu'il pleut, on va voir qu'il va commencer à fleurir, ça va arriver à germer. Mais la difficulté, c'est que le sol peut se réparer. Mais si la quantité de pollution est trop importante, le sol n'arrivera pas à se réparer. Donc à ce moment-là, pour réparer un sol dégradé, il faudra mettre des stratégies en place, justement pour arriver à l'épurer. Donc seul, il ne peut pas se renouveler. De la même manière que l'homme l'a abîmé, il faudra que l'homme puisse le réparer. Alors il y a un vieux débat qui est de mise, que ce soit en Afrique, en Europe, dans le monde. On n'arrive pas peut-être à s'entendre sur les principales solutions contre la pollution des sols. Alors, en fait, si on regarde bien, c'est toujours cette même histoire. Le développement durable, on a eu des activités, on pardonnera les technologies de nos parents, etc., qui étaient des activités polluantes. Bien, nous sommes en 2018, on a bientôt en 2019, on a des activités qui sont beaucoup plus mûres. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de comprendre que si nos activités humaines sont les causes de la pollution, elles sont aussi les solutions. Et donc, on a préparé une dernière petite animation pour ce matin, afin de vous montrer tout simplement quelques solutions que l'on peut mettre en place pour préserver nos sols. Alors, la première solution, on va la retrouver naturellement dans le monde de l'industrie. Si vous avez des industries qui utilisent des procédés industriels qui sont propres, à ce moment-là, il y aura des protections qui seront mises contre la pollution. Ensuite, vous allez vous rendre compte que l'agriculture, on est dans un monde de l'agriculture chimique, mais progressivement, il faudra qu'on parte vers une agriculture plus biologique, plus durable. Et à ce moment-là, il n'y aura plus d'intrants qui vont tuer la vie animale aussi, dans les sols. Les transports durables, alors ce qu'il faut, c'est naturellement gérer surtout nos transports, mais surtout travailler sur la pollution due aux déchets du transport. Et là, j'appelle tous nos amis garagistes à avoir une réflexion sur ça, nos garages sous les manguiers, bien entendu. Mine durable, c'est la même chose. Et lorsque vous allez mettre une mine en place, que vous allez traiter avec des activités comme le cyanure, le mercure, il nous faut des géomembranes de protection des sols. La gestion des déchets, c'est pareil. Si vous mettez un déchet, qu'on les entasse à ciel ouvert, le lixivia va couler. Donc là aussi, il faut des bâches, il faut traiter, il faut recycler nos déchets. Mais le plus important, c'est naturellement la sensibilisation, l'alerte et l'information, le travail que vous faites si bien sur Matin Bonheur chaque jeudi matin, sensibiliser les acteurs pour qu'ils prennent conscience des enjeux et surtout qu'ils prennent conscience de ces multiples solutions que nous avons à mettre en œuvre. Donc toutes ces solutions qui viennent d'être ébauchées, comment les traduire concrètement sur le terrain, en action? Alors comment les traduire concrètement sur le terrain? On a toujours ces trois volets, la responsabilité de l'État qui doit édicter, faire appliquer CETA, avec, on avait déjà dit la semaine dernière, le rôle des parlementaires des Sénats. Le secteur privé d'entreprise, à eux de mettre en place de beaux systèmes propres, et il y en a qui savent le faire. Vous avez des entreprises qui sont certifiées ISO 9001, 14001, etc. Et vient maintenant le citoyen, parce que nous sommes tous responsables dans cette situation, à nous aussi de savoir respecter notre sol et ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où, contenir nos déchets et les amener à la nagette. Merci beaucoup. Pollution des sols, soyez la solution. J'ai envie de dire, soyons la solution. Et c'est vrai, quand on arpente la commune, la ville d'Abidjan, tout ça, il y a des garages, c'est vrai, c'est bien beau, ça nous aide. Mais après, le sol souffre. Pensons à nos sols, parce que si le sol est en panne, c'est que nous-mêmes, nous courons à notre perte. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, c'est ça, le rendez-vous de tous les experts, nos intervenants du talent, à l'image de Cédric Lombardo. Dans quelques instants seulement, mesdames et messieurs, on sera donc en compagnie du professeur Adoni Laurence pour nous parler de la prise en charge des enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Mais nous avons pu gagner quelques minutes avec Cédric. On a le luxe d'avoir rattrapé donc notre retard. On peut discuter un peu. Et puis revenir sur certaines informations qui meublent cette journée du 13 décembre. 13 décembre 1988, accord sur l'indépendance de la Namibie entre l'Afrique du Sud, Cuba et l'Angola.
n'est-ce pas, Alix? Également, nous avons une autre date. Oui, marquée au 13 décembre 2003. Après 8 mois de traque, l'ancien président irakien Saddam Hussein est capturé par l'armée américaine dans son fief de Takrit. On se souvient bien encore, on a en mémoire cette image du président sortant de ce bunker, oui. Et avec plein de poussière. Voilà. Tikrit. Voilà. Alors, le 13 décembre 2000, après une bataille juridico-politique de 36 jours dans laquelle la Cour suprême aura eu le dernier mot, George Walker Bush devient le 43e président des États-Unis. Rappelons que son père avait été le 41e et lui, le 43e président des États-Unis. On se rappelle, hein, on a encore souvenance de ce long marathon électoral où on a dû recompter les voix à la main dans un pays comme les États-Unis. C'était avec Al Gore, je crois. Al Gore, oui, Al Gore. Et George Bush père, malheureusement, qui nous a quittés il y a seulement quelques jours et un hommage mérité lui a été rendu par sa nation. Alors, 13 décembre 1972, on parle de technologie, de futurisme. Les astronautes d'Apollo 17 déposent sur la Lune une des plaques à la gloire de la paix. Pour dire que même dans les astres là-bas, il faut cultiver la paix également. Et puis moi, j'ai un coup de cœur ce matin, mesdames et messieurs. J'ai une forte pensée pour Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege. Prix Nobel. Au fait, les gens, les personnes en général attendent que d'autres soient à la lumière pour venir profiter de monde de célébrité. Voici un monsieur qui a beaucoup souffert à l'hôpital Panzi avec ses patientes. Dans le Nord Kivu. Menacé de mort plusieurs fois. Et c'est une fierté au-delà du Congo, c'est une fierté mondiale. Et il y a eu cette image hier de Norvégien en bas de sa chambre d'hôtel avec des bougies. Vraiment, on a des gens comme ça dans notre continent. L'Afrique, il ne faut pas en désespérer. C'est le meilleur des continents avec des gens de valeur. N'attendons pas forcément qu'ils soient célébrés à l'extérieur pour qu'on puisse les considérer. Parce que des gens comme Denis Mukwege, des docteurs comme ça, il y en a énormément. Que ce soit dans l'administration, dans la politique, dans le sport, il y a énormément de Denis Mukwege en Afrique. Et Denis Mukwege, c'est le vrai visage de l'Afrique. Bien sûr, et comme le disait notre coach hier, il faut tout simplement appliquer la doctrine de l'amour et c'est sûr qu'on se valorisera les uns les autres. Alors Marco... Vive l'amour donc. Ben oui, vive l'amour. À l'instar de cette bougie. C'est pas un déjeuner, bon, c'est peut-être un déjeuner aux chandelles. Oui, un petit déjeuner aux chandelles. Matin Bonheur a créé ça, un petit déjeuner aux chandelles. Vous prenez quoi? Il y a du chocolat, il y a un verre de vin, tout ça? Oui, un petit biscuit au chocolat, ça ira avec et un tout jus. Cela rend très aigri notre réalisatrice qui ne peut pas descendre pour manger également. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Merci d'être à Matin Bonheur. Il est 6h54. Dans quelques instants, on aura bien sûr le flash avec Régis. Kofi. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité internationale en France, des Strasbourgeois et des touristes rendent hommage aux victimes de l'attaque meurtrière de mardi soir au marché de Noël, au lendemain de l'attaque qui a fait au moins 2 morts à Strasbourg. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce la décision du président Emmanuel Macron d'accroître la mobilisation des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les deux Corées démantèlent des postes frontières. Des soldats des deux Corées traversent justement pour la première fois la frontière pacifiquement pour aller chez l'autre afin de vérifier le démantèlement de postes frontières dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule, selon Séoul. Theresa May a annoncé hier son intention de quitter ses fonctions de première ministre avant les prochaines législatives de 2022. La première ministre Theresa May remporte le vote de défiance organisé par son parti après l'accord sur le Brexit conclu avec Bruxelles. Elle conserve donc son poste de chef du gouvernement britannique. Michael Avenatti, un avocat américain devenu célèbre pour avoir représenté l'actrice porno Stormy Daniels, s'est exprimé hier après la condamnation de l'ex-avocat de Donald Trump à 3 ans de prison pour avoir menti devant le Congrès. Michael Cohen a été jugé aujourd'hui. Donald Trump est le suivant, a-t-il indiqué aux journalistes. Michael Cohen a été aussi poursuivi pour fraude fiscale, il faut le rappeler. Le Parlement européen décerne le prix Sakharov 2018 pour la liberté de pensée au cinéaste ukrainien emprisonné Oleg Sentsov lors d'une cérémonie à Strasbourg en présence de sa cousine Natalia Kaplan qui a reçu le prix.
Oleg Sentsov a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par l'ONG Amnesty International. La Russie travaille constamment à l'amélioration de sa lutte antidopage et elle est sûre de participer aux prochains Jeux Olympiques, a assuré hier mercredi le président du comité olympique russe, Stanislav Pozniakov. C'est une histoire qui se répète dans de nombreux villages vietnamiens à la frontière avec la Chine. Des jeunes filles qui disparaissent avant d'être vendues comme épouses aux prisonnières de réseaux de prostitution. Regardez. Voilà près d'1 an que Vu Tin Din n'a pas eu de nouvelles de sa fille. Sa crainte, qu'elle ait été kidnappée avant d'être vendue comme épouse de l'autre côté de la frontière chinoise, à quelques kilomètres seulement de son village du Nord-Vietnam. On a montré sa photo partout près de la frontière pour essayer de la trouver. Tous répondaient qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne l'ont pas vue. C'était le soir de la fête du Tet. Dua et sa voisine, inséparables, sortent s'amuser mais ne rentreront pas. Sans nouvelles, le deuil est impossible pour les familles. Elle manque à la famille. Tout le monde pleure. Nous, ses parents, on pleure. Les voisines pleurent. Tout le monde est en pleurs. Les 2 jeunes filles sont des Hmong, une ethnie vietnamienne pauvre et marginalisée qui vit à la frontière avec la Chine. Une chaîne de montagnes poreuse, difficile à contrôler. Elles sont des cibles privilégiées des trafiquants. 3000 cas ont été recensés entre 2012 et 2017, un nombre bien en deçà de la réalité selon les ONG. À cause de problèmes familiaux, la solitude, des femmes sont attirées de l'autre côté de la frontière par une vie meilleure. Elles franchissent la frontière en sachant que c'est illégal, mais elles le font quand même. Et c'est ensuite qu'elles deviennent victimes du trafic d'êtres humains en Chine. Car de l'autre côté de la frontière, après 3 décennies de politique de l'enfant unique, de nombreux Chinois cherchent des épouses à tout prix. Celles qui ne sont pas vendues pour être mariées deviennent prostituées. D'autres, comme Loti Mai, finissent par revenir. Elle avait quitté son mari alcoolique pensant refaire sa vie en Chine avec son fils. Elle raconte qu'un joueur compulsif violent l'a acheté pour 2500 €. 10 ans plus tard, elle a réussi à s'échapper. Je suis rentrée complètement brisée, mais j'étais contente de m'en être débarrassée. Maintenant, je suis de retour. Mon fils est toujours quelque part en Chine. Il me manque beaucoup. Pour d'autres, sans passeport, ne parlant que le Hmong, parfois à des milliers de kilomètres de la frontière, le chemin du retour sera impossible. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis. On se revoit la semaine prochaine, lundi. Et oui, lundi, la semaine prochaine. D'accord. On sera accompagné de Abdoulaye Koné. Abdoulaye Koné, notre Mr. Friday. Mais Kofi ça n'a pas changé, non? Depuis le dernier flash. C'est Kofi? Non, c'est la tonalité. D'accord. C'est la tonalité qui change souvent en fonction de la fin, de l'édition, tout ça. Alors, c'est dans cette ambiance bon enfant que nous allons parler, bien sûr, d'un sujet très important, la maladie du rein chez les enfants. Il faut savoir que les enfants sont situés entre 0 et 15 ans. Nous allons parler de l'insuffisance rénale avec professeur Adonis, mais vous connaissez le rituel avant les débats, c'est l'élément explicatif. Les maladies rénales chez l'enfant sont devenues un problème de santé publique. Le syndrome néphrotique est une maladie rare, au cours de laquelle les reins perdent leur capacité à filtrer le sang sélectivement et laissent anormalement échapper des quantités importantes de protéines dans les urines. Lorsqu'un enfant est malade, je dirais, lorsqu'un enfant a une simple fièvre, cet enfant devrait être conduit immédiatement, n'est-ce pas, au centre de santé. Les parents préfèrent utiliser, n'est-ce pas, quelques décoctions et tout ça. Évidemment, le tout petit n'est pas, n'est-ce pas, une grande personne, a besoin, n'est-ce pas, de traitements spécifiques. Donc, ce n'est pas une cause véritablement spécifique, n'est-ce pas,
qui fait que le rein de l'enfant a pris un coup, mais c'est toutes sortes, n'importe quelle pathologie, mais maltraitée, vraiment maltraitée, peut provoquer, n'est-ce pas, un problème, n'est-ce pas, rénal chez l'enfant. Pour réduire le taux de prévalence de ces pathologies chez l'enfant, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une unité de néphrologie pédiatrique. Cette dernière, située au sein du CHU de Yopougon, est malheureusement peu connue des populations. Depuis l'ouverture, nous avons très exactement reçu 6 578 consultations. D'accord? Ensuite, ça c'est de vos consultations. Tous les enfants qui sont passés, n'est-ce pas, dans ce service qui ont été consultés. Il y a eu 407 hospitalisations. 407 hospitalisations pour des problèmes de santé au niveau des reins. Et sur les 407 hospitalisations, c'est environ 90, n'est-ce pas, dialyses ont été effectuées. Et parmi ces dialyses-là, vous savez qu'il y a deux techniques, hein, n'est-ce pas? L'hémodialyse, on a eu une trentaine d'enfants qui ont subi cela. Par contre, il y a une dialyse, n'est-ce pas, péritonéale pour le reste des enfants. Les maladies rénales chez l'enfant sont rares. Quand elles surviennent, il faut une prise en charge rapide. Dans le cas contraire, elles peuvent conduire à des pathologies plus graves. Après le diagnostic, on a découvert que l'enfant souffrait d'une valve de l'urètre postérieure. Donc, ça a nécessité une intervention, ce qui a été fait. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'intervention a été faite au mois d'août. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus d'infection, on n'a plus de bobos. Si ce n'était pas vite traité, il courait droit vers une insuffisance rénale. 30% des enfants de moins de 5 ans adressés en pédiatrie décèdent, soit parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la dialyse, soit par une faute d'hémodialyse adaptée à leur âge. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Adoni Kofi Laurence, une grande dame. Honnêtement, je le dis parce que depuis des années maintenant, elle lutte sans relâche avec des confrères pour vraiment que les enfants soient soulagés. J'ai encore souvenance de cet enfant de 10 ans qui faisait 4 dialyses dans la semaine, qui est guéri maintenant. Je suis très très heureux qu'elle puisse nous annoncer ça sur le plateau comme ça. Ça nous donne de l'espoir. Et l'espoir, il en faut. Et surtout, la vigilance également. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Première question, bienvenue. Quel est le plateau, la situation aujourd'hui dans votre service par rapport aux enfants qui souffrent des affres, des maladies rénales en Côte d'Ivoire? Très bien, je vous remercie déjà de me donner cette opportunité de parler des maladies qui sont très méconnues. Alors, parler des maladies rénales en Côte d'Ivoire, c'est un peu trop parce que l'unité de néphrologie pédiatrique est la seule qui existe en Côte d'Ivoire. Donc, les chiffres ne reflètent pas ceux du pays, mais ceux de l'activité. Voilà. Alors, nous faisons à peu près 600 consultations par an, selon les années, 600 à 700 consultations par an. C'est bien simple, en 10 ans, nous avons fait 6578 consultations. C'est dire que c'est une pathologie qui existe réellement. Et en termes d'hospitalisation, je rappelle que nous n'avons que 4 lits d'hospitalisation. Et malgré les 4 lits d'hospitalisation, nous avons quand même 407 hospitalisations depuis le début de nos activités, 87 dialyses. Et il faut signaler qu'il y a quand même un caractère sélectif parce que la prise en charge des maladies rénales étant à la charge totale des parents, il y a quand même un frein à accéder aux soins à l'unité de néphrologie pédiatrique. D'accord, parce que la prise en charge, vous avez donné un montant qui est, ma foi, très élevé. Nous avons discuté ici avec un docteur qui nous avait donné le coût pour les adultes. Pourquoi ce prix-là, il est différent? Alors, c'est vraiment un désespoir parce que le coût de la dialyse réelle est entre 80 000 et 120 000 par séance de dialyse. Et concernant l'adulte bénéficie de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire, donc le coût est réduit à 1 750. Mais il est à savoir que l'enfant ne bénéficie pas encore de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire et le coût est toujours à 80 000. Je remercie ici tous les partenaires privés qui nous ont permis, grâce à leur intervention financière, de faire descendre le prix de 80 000 à 10 000, mais c'est encore beaucoup pour les familles parce que c'est la séance à 10 000 et il faut 3 séances par semaine. Donc, vous voyez que ça fait 30 000 francs par semaine, voilà, pour des familles qui ont des revenus assez limités. La prise en charge des enfants malades du rein en Côte d'Ivoire, ça c'est déjà même le début
de l'entretien, on a froid parce que c'est pas possible, ce sont des enfants, tout devait être concentré sur eux. C'est eux qui devaient focaliser notre attention déjà à la base. Absolument. D'où vient que la situation est comme ça dans notre pays, en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, il y a plusieurs explications possibles. D'abord parce que je pense que ce qui avait été prévu dans les budgets concernait l'adulte, parce qu'au départ, nous n'avions pas d'activité de néphrologie pédiatrique. Ça existe néanmoins depuis 10 ans. Nous faisons remonter des rapports d'activité annuels et je pense que les budgets ont été faits pour l'adulte. Mais il se trouve que depuis 10 ans, nous avons une activité et en cette 10e année, nous lançons un cri de cœur aux autorités sanitaires de sorte que l'enfant, tout comme l'adulte, finisse par bénéficier de cette subvention et que les parents puissent avoir 1 750 la dialyse au lieu de 80 000. D'accord. On va maintenant essayer de parler de la maladie pour que ça puisse alerter, parce que là, les chiffres que vous nous avez donnés concernent seulement votre unité. Pour le reste du pays, peut-être ça peut alerter d'autres parents. Quels sont les signes qui montrent que le rein ne fonctionne pas véritablement? Alors, je voudrais bien rassurer tout le monde. L'insuffisance rénale est la complication ultime de la maladie rénale. Donc, ce n'est pas la maladie rénale. Il existe plusieurs pathologies, dont la complication ultime, qui est vraiment la hantise du pédiatre et du médecin, c'est l'insuffisance rénale. Donc, notre bataille va porter sur, justement, la prise en charge correcte de ces maladies en amont, de sorte qu'on n'en arrive jamais, justement, à cette complication ultime. Alors, je vais principalement vous parler du syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, c'est la pathologie rénale la plus fréquente en Côte d'Ivoire, autour de 25%, alors que les autres sont à 1 ou 2%. Et c'est une maladie qui se manifeste par des œdèmes. Qu'est-ce que l'œdème? C'est un gonflement, on pourrait dire pour le profane, de l'enfant. C'est l'enfant qui enfle. Malheureusement, dans certains milieux ou dans certaines familles, c'est pris pour de l'embonpoint. On pense que l'enfant grossit, qu'il est beau, qu'il est bien joufflu. Eh bien non, c'est justement, ce sont les œdèmes qui sont le premier signe de la maladie. Et ensuite, c'est une raréfaction des urines, c'est-à-dire les urines qui deviennent moins importantes. Et à ce moment-là, quand le parent est vigilant, il arrive à l'hôpital. Mais dans des pays plus médicalisés, une bandelette, un contrôle régulier des urines des enfants permet un diagnostic précoce. C'est en ce sens que nous, pas souvent, parce que nous n'avons pas beaucoup de personnel, nous n'avons pas suffisamment de personnel, et nous allons en dépistage dans les écoles, faire donc des dépistages dans les urines, et là, on peut dépister la maladie suffisamment tôt, pouvant offrir ainsi la guérison à ces enfants. Quand c'est dépisté tôt comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a un processus qui commence, qui est très très important. Alors, dépistés tôt, les enfants sont mis sous traitement, suivis d'assez près, parce qu'on a un système d'appel à domicile, de carnets qui sont mis à la disposition des enfants, parents. Ils ne peuvent pas tout dire, il faut être petit soin. Vraiment. Les parents sont assez méticuleux sur le suivi des enfants. Et nous avons la chance d'avoir pu créer, je dis la chance parce que même en Occident, aux États-Unis, en Europe, ils m'ont dit qu'ils ont du mal, mais nous avons pu créer depuis 2006 l'association des parents d'enfants malades du rein. Ça n'a pas été facile, mais nous avons initié ça et ils s'entraident en se donnant des conseils et vraiment bien suivis. Nous avons aujourd'hui 84% de rémission. Rémission, c'est-à-dire c'est pas encore la guérison, mais on attend un certain temps pour déclarer la guérison définitive et ça, c'est une victoire. Très bien. Alors, on va revenir sur le traitement, la prise en charge. Qu'est-ce qu'elle comporte? Alors, par rapport au syndrome néphrotique, c'est vrai que c'est un traitement long. C'est vrai que si on interrogeait les parents, vous verrez leur mine défaite parce que ça peut prendre des années. Il y a des enfants qu'on a commencé à suivre à 2 ans et ils ont été définitivement guéris à 14 ans ou quand ils rentraient à la faculté. Mais c'est de l'endurance, c'est de la persévérance, avec des traitements simples, des comprimés. Et maintenant, les parents ont des systèmes de contrôle des urines à domicile et on n'a pas besoin d'être lettré. Et avec ça, ils ont de l'avance sur la maladie et certains signes permettent justement de revenir rapidement à l'hôpital et qu'on rattrape les choses avant que ça ne se complique. Et il y a de la satisfaction dans la prise en charge du syndrome néphrotique. Et dans ce que vous dites, le volet psychologique est très, très, très important. Absolument. Absolument. Nous faisons des consultations qui peuvent durer et ça, les patients le savent. Je leur dis, vous n'êtes souvent pas content quand vous êtes derrière la porte en train d'attendre parce que la consultation est très longue, voire 1 heure. Il faut prendre en charge l'enfant. Il faut prendre en charge le contexte familial parce que c'est une maladie harassante pour les parents. Donc, tenir compte du contexte familial, parler aux parents, leur expliquer. On leur fait un apprentissage à la lecture des urines et
quand ça passe, je vous assure que même si la maladie est très longue à prendre en charge, les parents s'y impliquent totalement. Il y a un volet psychologique. Malheureusement, on n'a pas toujours des psychologues dans nos services, mais à l'unité, nous avons la chance d'avoir une psychologue qui vient faire des vacations bénévoles. Vraiment, je lui rends hommage sur ce plateau pour nous aider à booster les familles. Alors, vous nous avez aussi énuméré beaucoup de difficultés. Avec le chiffre que vous nous avez donné, arrivez-vous aisément à prendre soin de tous les enfants? Comment ça se passe? Alors, difficilement. On a une amélioration et là encore, je remercie vraiment, j'exprime toute ma reconnaissance aux partenaires privés, puisque les enfants n'ont pas la subvention de l'État. Les partenaires privés nous aident vraiment. Je ne pourrais pas tous les citer ici, mais peut-être les organismes caritatifs, le Club des hommes d'affaires musulmans, les Zinzins du bonheur, les Novembers et j'en passe. Le docteur Magloire, oui. Voilà, et j'en passe. Alors, cette année, il y a un organisme qui a décidé de prendre en charge toutes les consultations des enfants. Donc, pendant 1 an, les enfants auront la consultation gratuite, qui n'est qu'à 5 000, mais pas toujours accessible à toutes les familles. Professeur, on va rester dans... C'est vrai, hein, on remercie toutes ces entités-là, ces bonnes volontés qui aident, mais bon, vraiment, ce n'est pas le rôle premier. L'État, qu'est-ce que vous faites concrètement pour attirer cette subvention de l'État? Parce que moi, personnellement, ça me gêne qu'on en soit à parler de subvention pour les enfants. Je trouve que c'est fondamental, quoi. Ça devait couler de source. Qu'est-ce qui bloque? C'est qui le souci? Vous avez l'antenne aujourd'hui, dites-nous tout. Eh bien, je pense qu'il faut remonter vers les services peut-être de commande des consommateurs de dialyse, parce que les commandes sont faites régulièrement pour les adultes, c'est en ce sens que le coût est épongé, mais pas pour les enfants. Justement, on se rapproche. Et pourquoi? Comment? C'est gouverner, c'est prévoir. On doit prévoir. On fait remonter un rapport d'activité annuel. Donc, l'existence de l'unité est su par les autorités sanitaires. Nous faisons des activités régulières. Nous venons de faire un dépistage justement à Korogo en mars 2018 et nous avons fait remonter les chiffres. On vous fait confiance, on sait, on sait ça qu'on vous a invité. On sait que vous faites beaucoup. Maintenant, pourquoi ça coince? Pourquoi les autorités compétentes n'arrivent pas à capter le fait que... Pourquoi c'est pas Alors, décanté? je pense que dans le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, il y a un travail qui est en train d'être fait pour intégrer l'enfant, mais ce travail est très lent. En fait, c'est ça qu'il faudrait... Quand il faut parler à l'urgence, là, les enfants sont là, ils sont déjà atteints de la maladie. C'est pas très évident, hein. Ah oui, c'est clair que c'est jusqu'à dernièrement, avec la prise en charge du Chamsi, c'était un drame parce qu'il y avait une sélection financière qui empêchait l'accès de la dialyse à l'enfant. La santé des enfants de notre pays ne va pas seulement reposer sur du bénévolat. Il faut quand même qu'on puisse avoir des actions concrètes pour que ces enfants-là, et surtout également leurs parents, puissent avoir vraiment des choses heureuses. Alors, qu'est-ce qui est fait avec vos maigres moyens? Vraiment, vous faites des miracles. C'est la raison pour laquelle moi, je suis très en admiration pour le combat que vous menez. Il y a une année, on a fêté ensemble la journée mondiale du rein avec un enfant de 10 ans qui faisait 4 fois les dialyses. Comment vous nous avez annoncé qu'il est guéri? On aimerait avoir un témoignage heureux, quoi. Alors, oui, il y a de la satisfaction, sinon on laisserait tomber franchement, tout. Franchement. Bien sûr, là, c'était une insuffisance rénale aiguë. Je explique. L'insuffisance rénale n'est pas toujours chronique. Le chronique, c'est vraiment une épuration rénale pour la vie, parce que le rein s'est arrêté de fonctionner définitivement. Voilà. Alors, dans ce cas de figure, c'était un enfant, je crois que dans la suite d'un paludisme qui s'est compliqué et qui a entraîné un arrêt des fonctions rénales. Et lorsque l'unité n'existait pas, même ces cas-là étaient sujets à des décès précoces, puisqu'il n'y avait rien pour pallier justement à cet arrêt des fonctions rénales. Et maintenant, nous avons de la dialyse, les deux techniques, dialyse péritonéale et hémodialyse chez l'enfant, et nous l'avons mis donc en épuration rénale, c'est-à-dire que cette machine faisait le travail du rein jusqu'à ce que le rein se remette donc en fonction après le traitement du palud. C'est dans ce sens-là qu'il a retrouvé ses fonctions rénales. Ça a duré combien de temps? C'était long? Alors, oui, alors concernant le paludisme, maximum, nous avons des cas où on va sur 3 semaines, 1 mois. Wow. Mais après, nous avons l'émission des urines qui se remet en place tout doucement et nous aboutissons à la guérison. Wow. Alors, dites-nous, quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents? J'entends par parents la femme qui est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. Comment pour éviter ce genre pour prévenir, voir de nombreux facteurs favorisants, mais on va aller sur les plus simples. C'est-à-dire vraiment respecter les mesures de prise en charge basiques de l'enfant. Parce que, par exemple, le paludisme peut se compliquer en une insuffisance rénale.
simplement parce qu'il a été mal pris en charge ou les posologies n'ont pas été respectées. Une dent mal soignée? Alors, une dent mal soignée ou une angine également à répétition peut entraîner effectivement une atteinte rénale, mais qui ne sera pas d'emblée insuffisance rénale. Et cette maladie mal gérée peut se compliquer en insuffisance rénale. Donc, le conseil que je donnerais aux mamans, c'est déjà devant toute fièvre du nourrisson de se rendre dans un centre de santé, voire un agent de santé. De ne pas considérer l'enfant comme un adulte en miniature et fractionner les médicaments, lui donner le quart, voilà, adapter la posologie et la personne la mieux adaptée, c'est l'agent de santé. Également, les médicaments traditionnels, les décoctions. Nous avons des cas d'insuffisance rénale aiguë suite à l'injection ou aux purges ou à l'ingestion par voie orale de médicaments traditionnels non adaptés à l'enfant. Oui, il y a des cas donc d'insuffisance rénale aiguë. Souci au niveau du dosage, tout ça? Eh bien, ce sont des médicaments dont on ne connaît pas le principe actif. Donc, aller parler de posologie, de dosage, c'est difficile. Mais on a des cas. Ensuite, l'automédication, je reviens. Le médicament prescrit à l'adulte n'est pas forcément adapté à l'enfant. Voilà. Qu'est-ce que je dirais? Un enfant qui a de la diarrhée et des vomissements, il faudrait le faire voir tant que possible par un agent de santé parce que la déshydratation mal gérée entraîne également une insuffisance rénale. Vous voyez que ce sont des maladies courantes qui peuvent se compliquer. Le soin apporté à l'enfant, le recours rapidement à un agent de santé devrait pouvoir éviter tout ça. Peut-être pas pour le syndrome néphrotique, mais l'apparition d'œdème chez un enfant ne doit pas faire rester les familles à domicile. Et au niveau de la nourriture? Alors, au niveau de la nourriture, chez l'enfant, c'est vraiment éviter pour le rein, parce que le rein est la grande usine de l'organisme, éviter pour les enfants des repas hyper salés ou hyper sucrés qui demandent donc un métabolisme et au niveau du rein, un travail beaucoup plus important. D'accord. Là, vous avez parlé de tradithérapie. Hein. C'est quelque chose qui, on va dire, qui est répandu. Tout le monde y a recours. Est-ce que vous ne travaillez pas avec, justement, ces praticiens-là pour donner la bonne information? Ça a été un souhait pour moi. Très tôt, vous savez, les maladies rénales chroniques et tout, on n'avait pas la dialyse. Donc, j'ai cherché toutes les solutions. J'ai un diplôme d'homéopathie. C'est pour vous dire que j'essaie de frapper à toutes les portes pour trouver des solutions à mes patients. Et j'ai commencé à approcher des praticiens, mais au moment où il n'y avait pas encore ce programme, qui est une très bonne initiative par le ministère de la Santé, un programme de la médecine traditionnelle, ça n'existait pas. Mais les praticiens sont hermétiques dès qu'ils savent qu'ils ont affaire à un médecin. C'est-à-dire qu'on peut commencer à converser, à voir certaines pistes de recherche, mais je pense qu'ils voient un petit peu un concurrent en nous. Mais ce problème peut être contourné par le programme actuellement, voilà, le programme national des maladies, de la médecine traditionnelle qui a été mis en place. Qui a dirigé donc, il faut les sensibiliser. Dr. Croix Eoulé. Effectivement, il y a matière à ce qu'on se rapproche d'eux parce qu'il y a possibilité. Effectivement, il n'y a pas de science qui n'ait pas de pont sur une autre science. Professeur, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Cri de cœur de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire pour les enfants comme les adultes. Il faut que l'enfant puisse avoir sa dialyse à 1 750 comme l'adulte et non pas à 80 000 francs. Ce n'est pas supportable pour les familles. Et en termes d'équipement, là, c'est le coût pour accéder aux soins. Alors voilà, ce coût-là correspond à l'achat des consommables pour enfants. C'est vrai qu'ils sont très rares, fabriqués sur mesure, parce qu'il n'y a pas tant d'enfants au monde qui ont l'insuffisance rénale. Je pense que ça, c'est un des freins aussi de cette prise en charge. Mais nous faisons, à partir des dons que nous avons et de l'accompagnement, nous faisons des commandes régulières de consommables. C'est vrai que des consommables pour 5 enfants peuvent atteindre bien 90 000 € à peine pour l'année. C'est onéreux, mais si c'est offert à l'adulte, ça peut être offert à l'enfant. 6 578 consultations, c'est cela? En 10 ans. En 10 ans. Combien de lits vous avez déjà? Alors, en termes d'hospitalisation, nous avons 4 lits, mais nous avons fait pas 6 578 hospitalisations, 407 hospitalisations. Oui, on a une moyenne de 40 à 50 hospitalisations par an. Donc 4 lits seulement. 4 lits. On a vraiment besoin de... C'est une unité minuscule. Ah oui, ça c'est une micro-unité. Mais qui produit du résultat, parce que sur les 6 000 et quelques là, on est à près de 80% de guérison. Alors concernant le syndrome néphrotique, nous avons 84% de rémission. Oui, et c'est la pathologie la plus fréquente. En termes d'insuffisance rénale, les chiffres sont moins bons parce que nous ne recevons pas les enfants que nous suivons. Ceux qui sont suivis, l'objectif est de repousser la survenue de l'insuffisance rénale tant que possible, mais nous recevons les enfants de la sous-région et des différentes provinces de la Côte d'Ivoire et qui arrivent à des stades
vraiment terminale. Ah, mais ça devient même un sujet d'intérêt régional plus que d'autres... Absolument, nous recevons des enfants des pays voisins. Et en plus, oui, l'expertise... devrait fédérer les forces. Et au niveau international, votre modèle, c'est lequel? En France, vous avez des modèles? Alors, au niveau international, je suis membre de l'IPNA, International Pediatric Nephrologic Association, et vraiment, c'est vraiment des grands partenaires, parce qu'il y a, en 2015, ils ont fait venir, vu les difficultés que nous avons ici, 2 tonnes de consommables qui nous ont permis de soigner... Ils doivent être choqués de savoir qu'on n'a pas de subvention ici, j'imagine. Et ils nous ont permis de soigner des enfants pendant 2 ans. Et vraiment, je fais partie d'associations internationales, dont celle des États-Unis, l'IPNA, et également en France, la SNP, l'association de néphrologie pédiatrique, qui sont de grands partenaires. Vraiment, ils m'invitent souvent à parler de mon expérience, et dès que possible, ils me font venir des experts, parce qu'il n'y a pas de formation ici en Afrique. Ils vous donnent quoi comme conseil? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils sont un peu émerveillés que la néphrologie pédiatrique ait pu émerger en Afrique. Parce que c'est vrai qu'après, j'ai fait ma formation en Europe, à Paris, sur cette discipline, concernant cette discipline. Et leur inquiétude était un peu, pourquoi retourner en Afrique alors qu'il n'y a aucune structure, c'est peine perdue, on a besoin de ces compétences ici. Mais finalement, ils sont vraiment objectifs et vraiment altruistes, je pourrais dire, parce que dès le moment où on a fait l'inauguration de l'unité de néphrologie pédiatrique, ils sont venus avec du matériel, avec du consommable, et régulièrement, ils m'aident à organiser des, on appelle ça des teaching courses. Nous en avons fait en mars, c'est des formations où nous invitons toute l'Afrique à venir, à venir se former, parce que cette formation n'existe pas dans la sous-région. Et ils viennent régulièrement et bénévolement. Donc, il y a un réseau justement avec les États-Unis et la France. Et parlons toujours de réseautage. Aujourd'hui, vous avez expliqué que les donations sont pour des périodes bien données, 2 ans, prise en charge d'1 an. Quelles solutions devons-nous avoir alternatives et de manière durable? C'est participatif, hein. Donc, on doit lancer un appel à tout le monde doit être concerné. On peut lancer 1 000 francs aujourd'hui, 5 000, ou bien vous avez déjà quantifié les grosses œuvres qu'il faut pour définitivement régler le problème. Alors, définitivement, régler le problème, il y a des solutions à moyen terme, à court terme et à long terme. Alors, à court terme, la solution idéale, c'est la subvention, je reviens, la subvention. À moyen terme, c'est peut-être l'implication de la direction de l'hôpital dans le fonctionnement et la commande du matériel. Et à long terme, nous rêvons parce qu'il y a d'autres maladies chroniques de l'enfant. Je suis chef de service de pédiatrie, je ne m'intéresse pas qu'à la néphrologie, il y a d'autres maladies chroniques. À long terme, nous espérons avoir un hôpital des maladies chroniques de l'enfant, parce que ce n'est pas facile pour les familles. Vous savez, quand une famille a un enfant malade, chronique, parfois il faut aller faire la radio dans un hôpital, les analyses dans un autre, et puis voir des spécialistes dans une autre structure. À la fin, il y a de l'abandon du soin de l'enfant. Et nous rêvons d'un site où ils peuvent venir en soufflant et en se disant que tout se passe sur place. Ça peut être les drépanocytaires, les maladies du rein, les enfants souffrant de diabète. Les familles sont vraiment éprouvées. Justement, professeur, là, on parle des enfants d'Abidjan et l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui est fait? Alors, je vous rappelle que nous ne sommes que 3 néphropédiatres sur toute la Côte d'Ivoire. Et je salue mes collaborateurs. Les étudiants à s'intéresser à la discipline. Et tant que possible, nous organisons des campagnes de dépistage. C'est vrai que c'est peut-être pas aussi régulier que nous voulons, mais nous avons pu en faire quand même depuis 2012. On en a fait au moins 8. Et dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes allés au centre, au nord, au sud. Et c'est très important parce que, je vous prends l'exemple du centre, nous avons vu 2014 enfants dans les écoles en 2015 et 26% avaient un début de maladie rénale, du sang dans les urines. Et il ne suffisait que de les mettre sous traitement dont le comprimé coûte 200 francs CFA, ça s'appelle le praziquantel, c'était de la bilharziose, pour leur éviter une insuffisance rénale 10 ans plus tard. Donc ce sont des actions simples mais qui ont un impact en santé publique incroyable. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. On l'a bien compris, la maladie rénale ou les maladies rénales chez l'enfant sont l'affaire de tous. L'enfant et l'adulte de demain, on devrait tous participer à ce qu'il soit en bonne santé. Et n'oublions pas que vous organisez la journée de
Alors, la journée porte ouverte. Les journées portes ouvertes. Je suis là également pour parler des journées portes ouvertes du CHU de Yopougon, où nous allons présenter justement aux différents industriels de la zone de Yopougon toutes les autres compétences à côté de la néphrologie. Toutes nos excuses, parce que nous avons empiété 1 de 2 minutes. Merci beaucoup, professeur, et bonne journée à toutes et à tous, mesdames et messieurs.